Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui le Ciné-Débat que nous organisons chaque année aux Arcs. Très heureux de l'organiser cette année encore. Alors, pourquoi on fait un Ciné-Débat? Pour en fait mettre en avant le côté engagé de notre festival sur les questions européennes. On croit que le cinéma, c'est un fantastique moyen de parler des différences, de parler des ressemblances aussi ce qui nous lie entre pays européens. On croit que c'est aussi le cinéma est aussi une manière très concrète en fait de mettre en avant cette Europe créative que bien souvent dans le grand public on ne voit pas assez. Le festival en fait sur ces sujets-là essaie de vraiment mettre en avant le cinéma indépendant européen. C'est aussi quelque chose qu'on fait de manière un petit peu militante et engagée. Donc c'est un moment qui est toujours un moment pour nous assez important et un moment politique d'une certaine manière. Alors, le ciné-débat, on l'organise en partenariat avec des instances européennes, tout d'abord avec le soutien de la Fondation Hippocrène, également avec le soutien du ministère des Affaires européennes, et surtout, on le fait en partenariat avec alors, jusqu'à maintenant, on disait que c'était le prix Lux du Parlement européen qui s'est modernisé et désormais s'appelle le Lux Audience Award. Donc, depuis cette année, en fait, le Lux Audience Awards a sélectionné 3 films, dont celui que vous venez de voir à Bourg-Saint-Maurice, L'affaire collective. Ces 3 films ont été révélés le 12 décembre. Et en fait, un de ces 3 films va être lauréat, et ça, on le connaîtra au mois d'avril. Et il sera, en fait, les personnes qui voteront seront à la fois des parlementaires européens et du grand public. Donc, on souhaite bonne chance, évidemment, à l'affaire collective. Aujourd'hui, c'est un dispositif technologique inédit qu'on a mis en place. Désolée d'ailleurs pour les quelques minutes de retard. Alors tout d'abord, nous avons en ligne le réalisateur de ce film, Alexander Nano, qui nous parle depuis la Roumanie. Bonjour Alexander. Hi, Alexander. Thank you for inviting me. Nous avons également une députée européenne, Laurence Farrand, qui est en Zoom également depuis son bureau au Parlement européen à Bruxelles. Bonjour Laurence. Bonjour à tous et merci pour votre invitation. Nous avons la modératrice de ce débat, notre fidèle amie Véronique Auger, qui est en direct de Préfaille. Normalement, Oui. elle est là, on te voit de loin. Bonjour à tous et désolée de ne pas être cette fois-ci parmi vous. L'année prochaine. Et ouais, puis, mais bien content d'être là. Pierre-Emmanuel Florentin, donc directeur général du festival, qui est à mes côtés, représentant les Arcs, mais depuis Paris. Bonjour. Et puis on a en termes de public, alors une centaine d'élèves qui nous voient, qu'on verra tout à l'heure, qui sont à Bourg-Saint-Maurice et qui viennent de découvrir le film dans une salle municipale. Donc on dit bonjour, bonjour les amis. On a 2 classes de Chambéry qui, eux, sont en ligne depuis leur classe. Et puis on a des classes qui sont carrément chez elles et qui, elles, se connectent depuis leur domicile. Voilà. Donc tout ce beau monde pour parler autour de ce film. Véronique, je te tends le micro et voilà. Mais écoutez, on est tous encore sous le choc de ce film qui est un film époustouflant, qui est justement, Alexander, une sorte de film, mais aussi une sorte de documentaire. Et la première question que je voulais vous poser, c'est est-ce que c'est la réalité que vous avez filmée? Est-ce que vous avez fait finalement un travail de journaliste en filmant des gens en vrai en train d'enquêter ou en train de souffrir, ou est-ce que c'est une reconstitution? Parce que ça a l'air tellement vrai et en même temps tellement incroyable que j'aimerais bien savoir. So everything you see is cinema vérité. That means that we followed. C'est le procédé du cinéma vérité. C'est-à-dire que nous avons suivi des gens pendant que les choses se passaient. Rien n'est mis en scène. Ce que font les journalistes, ça arrive en temps réel. Donc, nous-mêmes, comme nous étions en train de développer le projet, nous avions une équipe de développement, d'investigation qui était faite de journalistes. Et le co-auteur du film, du scénario est une journaliste. Et nous avons fait cette recherche parce que notre propre travail devait être très précis sur le plan journalistique.
pour arriver de cette façon à obtenir la confiance des journalistes pour qu'ils nous laissent les suivre. Alors justement, obtenir la confiance, mais il fallait aussi obtenir la confiance du gouvernement de l'époque. Comment est-ce que vous avez fait, parce que justement, on voit bien que vous êtes en pleine affaire mafieuse qui a fait tomber le gouvernement. Et moi, en tant que journaliste, je me suis posé la question de savoir comment vous aviez réussi finalement à vous faire accepter. Je ne dirais pas que j'ai gagné leur confiance. J'ai gagné la confiance des personnes indépendantes. Normalement, en l'occurrence, ce ministre de la Santé et son équipe. Et donc, la période que nous couvrons est une période où c'était un gouvernement de tête qui était au pouvoir en Roumanie. Et le gouvernement précédent ne me faisait aucune confiance. Moi, j'ai juste obtenu l'accès à ces personnes-là. Je leur ai demandé d'être transparents, comme ils m'avaient promis de le faire. Mais du gouvernement précédent, je n'avais jamais eu une réponse. Mais le système était tellement vulnérable en raison des révélations qu'il y a eu à cette époque-là qu'ils ont décidé de nommer un militant des patients comme ministre de la Santé pour absorber la colère qui était déclenchée. Et donc, lui, il a été nommé pour réformer le système et ça a été extrêmement malin de leur part de nommer cet homme-là. La première conférence de presse de ce ministre de la Santé indépendant jeune, il commence par répéter ce que l'ancien ministre avait dit. Puisqu'on lui avait demandé, on lui a lancé cette patate chaude, on lui a demandé de répéter les mêmes choses. Mais ensuite, il prend un peu de confiance et en tant qu'homme indépendant, il commence les réformes et il dit les autres choses. Donc, il faut bien dire que ce n'était pas le gouvernement, c'était cet homme indépendant avec son ouverture d'esprit et son équipe professionnelle qui, eux, sur le plan politique, n'étaient pas affiliés et n'avaient aucune obligation envers le gouvernement technocrate de rendre des comptes sur ce qu'ils faisaient. Donc, ils ont été tout à fait transparents. Laurence Farah, vous êtes députée européenne, vous êtes Renew. Alors, c'est un nom au Parlement européen. En fait, vous avez été élue sur la liste En Marche, je dirais. Je voudrais savoir... D'abord, vous devez être vous aussi sous le choc de ce film. Mais aujourd'hui, alors qu'on parle de l'Europe de la santé et de s'organiser avec les 27 États membres de l'Union européenne pour essayer de construire ensemble une Europe de la santé, moi, je me suis quand même posé la question de savoir comment on pouvait s'harmoniser avec un pays comme la Roumanie, mais on pourrait dire la même chose du pays d'à côté, qui est la Hongrie. Et d'ailleurs, dans la compétition officielle, il y a un film hongrois qui est aussi dans un hôpital. Mais comment est-ce qu'on peut s'harmoniser avec un pays dont les hôpitaux ressemblent à ce qu'on a vu dans le film? Merci. Je crois qu'il y a beaucoup de sujets et de matières à débat dans le film d'Alexander Nano, que je remercie vraiment parce qu'il dévoile un pan de l'histoire roumaine et européenne qui est très important et puis qui évoque beaucoup de sujets sur la maturité des démocraties, sur l'évolution, sur le chemin qu'on a à faire ensemble. Je veux dire qu'en regardant le film, coup de poing vraiment d'Alexander, j'ai pensé aussi beaucoup aux lycéens qui les regardaient sans doute ce matin, qui ont dû être sans doute choqués parce qu'ils ont vu, on l'est tous, mais c'est une matière à réflexion très précieuse. Alors avant d'aborder la question propre de la santé, sur le rôle qu'on a joué dans l'évolution et dans le renforcement démocratique et le rôle que l'Europe joue dans ce dispositif. Donc, on l'a vu, ce scandale, il est d'abord permis par les journalistes, par les lanceurs d'alerte, que sont successivement des gens qui prennent leurs responsabilités face à la société. Il y a les journalistes, il y a le médecin dans l'hôpital roumain, il y a la comptable. Donc, on voit comment la démocratie, elle part du bas et elle part de tous ces gens à qui on doit absolument donner une liberté de parole. Et c'est comme ça que les choses changent. Donc, je dirais qu'à notre titre de politique,
au sein de l'Europe, on a d'abord à protéger ça, c'est-à-dire liberté d'expression, droit de la presse, et puis d'avoir des débats avec, je ne veux pas faire de jugement, mais avec les démocraties les moins avancées, parce que du fait de leur histoire, parce qu'on ne part pas tous du même point, comment on doit avancer ensemble. On vient d'avoir ce débat au sein de l'Union européenne sur le blocage du budget par la Pologne et la Hongrie, parce qu'on se disait il faut qu'on soit tous respectueux de l'état de droit, c'est-à-dire liberté d'expression, démocratie avancée, respect de la parole du peuple. Voilà, donc ce film, il aborde tout ça, il apporte, et nous, au sein de notre rôle de politique européen, il faut d'abord qu'on préserve ce droit à la parole qui est si déterminant. Ensuite, comme vous dites, la question de la santé, c'est la deuxième question. Évidemment, on est dans une phase où on est très sensibilisé à l'harmonisation de nos politiques de santé. La crise du Covid-19, elle a été un révélateur du fait qu'en effet, la santé n'est pas une compétence européenne aujourd'hui, mais nous sommes en train de progresser parce que c'est une nécessité dans un monde mondialisé qui est soumis à ce virus qui frappe tout le monde. Donc, il nous oblige à nous interroger, il nous oblige à progresser ensemble. On a notamment voté un budget pour l'Europe de la santé qui a été triplé. Donc, c'est dire qu'on progresse ensemble. Mais je dirais, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de notre maturité démocratique, parce que, encore une fois, on n'est pas tous entrés au même moment, on n'a pas tous les mêmes histoires, mais il faut que nous, on protège ça, et puis que nous avançons sur le plan de la santé sans poser de jugement aujourd'hui. Mais d'abord, il faut dénoncer les scandales et agir au niveau des États. Voilà. Je vais peut-être poser la même question à Alexander Nano, parce que vous êtes vous-même européen finalement, parce que vous êtes à la fois allemand et roumain. Vous avez un pied, je dirais, dans deux pays qui sont à la fois maintenant de plus en plus semblables, mais quand même extrêmement différents en matière, je dirais, d'avancée technologique. J'ai vu qu'il y a 15 jours, il y a eu de nouveau un incendie dans un hôpital en Roumanie, là où étaient des patients atteints du Covid et qui étaient dans une salle de soins intensifs. Et il y a quand même eu 10 morts et au moins 7 blessés. Ils n'ont rien appris parce que c'est un court-circuit. You know, your question, have they learned? Une histoire différente. La question de savoir s'ils ont appris quelque chose n'est pas tout à fait applicable à la politique roumaine, parce que la société civile roumaine a tout appris depuis l'incendie du collectif. Et c'est vraiment la société civile qui a construit un nouvel hôpital avec de l'argent privé et avec l'argent du groupe Metallica qui a fait des dons. La société civile a construit le premier hôpital modulaire du Covid, complètement ignoré par le gouvernement puisque les fonds publics n'ont pas été utilisés correctement. Donc, la classe politique n'a rien appris. Le système de santé, quand on voit ce jeune ministre qui essaye de changer la nomination des directeurs des hôpitaux pour que ce ne soit pas des nominations politiques et essayer de mettre un terme au système où c'était chaque parti politique qui nommait ses directeurs simplement pour détourner les fonds. Et donc, l'hôpital dont vous parlez, où il y a en effet des 10 patients du COVID qui sont morts vifs dans un service de réanimation, le directeur a été nommé sur le plan politique. Donc, en effet, eux n'ont rien appris. Ils ont juste appris à mieux mentir, comment encore mieux détourner des fonds. C'est terrible ce que vous nous dites. I think I try to, you know, I try to understand it. J'essaie de le comprendre moi-même. C'est pour ça que j'ai fait ce film. Et nous voyons dans ce film comment d'abord un ministre de la Santé, apparemment technocrate, essaye de dire les journalistes ont
menti et notre système est merveilleux et tant que je n'ai pas d'autres preuves, on laisse l'hôpital fonctionner. Et une fois que les journalistes ont confirmation et que le ministre doit partir, et ce gouvernement technocrate en étant confronté par les journalistes et quand ils doivent admettre que ces désinfectants ont été dilués, les journalistes posent la question en disant « mais vous mettez nos vies en danger ». Et quel était le danger si on utilisait dans les blocs opératoires ces désinfectants dilués? Le gouvernement dit « mais on n'en parle plus ». Oui, il y avait un danger, mais bon, ce n'était pas non plus si grave que ça, puisqu'on lave nos mains, on utilise des gants. Donc, mon plus grand choc à moi, ça a été de voir qu'une fois que les gens sont dans une position de pouvoir, ils perdent tout contact avec la réalité. Ils pensent qu'ils n'ont plus de rapport avec les citoyens, qu'ils n'ont plus de compte à leur rendre, que la loi de la vie et de la mort ne s'applique plus à eux parce qu'ils appartiennent à une autre caste. Ça, c'est un vrai choc. Parce que si ce hiatus, ce fossé ne disparaît pas, les journalistes et les donneurs d'alerte peuvent continuer de parler autant qu'ils veulent. Et eux, ils vont dire, bon, d'accord, vous avez raison, mais n'en parlons plus. On continue. Cette attitude-là doit s'arrêter si on veut continuer. Laurence Fareng, vous êtes française et c'est la raison pour laquelle je vais vous poser cette question, et aussi parce que nous sommes face à beaucoup de lycéens qui pourraient être tentés d'aller faire leurs études de médecine en Roumanie, à Cluj, dans cette ville. Il y a énormément de jeunes qui partent en Roumanie faire leurs études de médecine. Moi, je me suis posé la question, s'ils font leur stage dans ce type d'hôpitaux, c'est un peu inquiétant. Et à l'envers, dans l'autre sens, on sait qu'il y a énormément de médecins roumains qui sont aujourd'hui en France, qui travaillent en France. S'ils ont été eux-mêmes formés de cette façon, c'est aussi un peu inquiétant. C'est bien gentil de faire l'Europe, mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on soit un petit peu plus vigilant sur ce qui se passe dans les autres pays? En effet, c'est compliqué de vous répondre parce que… attendez, j'ai mon ordinateur qui tombe. Moi, j'ai vraiment découvert dans le détail cette affaire hier. Alexander Nano disait que l'hôpital avait été refait, reconstruit. Il faut voir dans quelles normes il est aujourd'hui. J'entends aussi qu'il demeure des scandales. Donc, en effet, il y a une vigilance à avoir sur cette formation et sur l'état des lieux. Je n'ai pas entendu que ce soit le problème des médecins, mais vraiment du cadre administratif qui pose problème. Donc, en effet, au terme, ça touche presque à la question de la reconnaissance des diplômes qu'on appelle de nos voeux absolument au Parlement européen. Et moi-même, je travaille sur ce sujet à travers Erasmus et les futures alliances d'universités européennes. Donc, en effet, ça veut dire qu'il y a une validation très précise à faire de ces diplômes. Mais très honnêtement, je ne peux pas juger de ce que sont les hôpitaux roumains aujourd'hui, de la qualité de santé. Mais en effet, sur la question de la validité des études et de leur qualité, parce qu'en effet, il y a beaucoup de jeunes qui partent en Roumanie faire leurs études de médecine, se posent des questions clairement, mais voilà, il faut qu'on entende aussi des Roumains capables de juger du niveau des hôpitaux. Alors, avant de passer la parole aux questions de tous ceux qui nous écoutent, peut-être un mot de Pierre-Emmanuel qui a choisi ce film pour le festival. Alors, en voyant le film, on se dit on ne peut que le choisir, mais j'imagine que Pierre-Emmanuel, en tant que spécialiste et en tant que professionnel, tu as des raisons qui ne sont pas seulement des raisons du cœur que moi je peux avancer ou que nous pouvons avancer. Merci. Alors vraiment, ce film, déjà pour la sélection du festival, pour moi c'est le plus grand documentaire que j'ai vu cette année et un des plus grands films
que j'ai vu, un des moments rares. Enfin, c'est extrêmement rare de capter un moment de société comme celui qui a été capté ici, et de le faire avec autant de maîtrise de la mise en scène, du montage. On est dans une enquête qui est pleine de tension, et ça en fait une œuvre rare. Et d'ailleurs, bravo Alexander, parce que tu viens de recevoir aussi le European Film Award, l'équivalent des Oscars européens pour le meilleur documentaire. Vraiment, c'est bien mérité, je trouve. Après, je voulais dire aux lycéens, parce que peut-être que effectivement, ce matin, ils se sont posé la question, mais pourquoi on nous montre à nous ce film, et pourquoi ce film est au ciné-débat, tant il est effectivement fort, violent, sur des questions qui me paraissent loin. Ce film, il est à la fois ce qui me fait enrager et ce qui me donne de l'espoir dans l'Union européenne aujourd'hui. Euh, Déjà, et c'est important, j'ai l'impression, et j'espère que vous le partagerez, parce que c'est une valeur forte, en tout cas pour ma génération et ma manière de voir l'Europe. Moi, ma nation, enfin mon pays, c'est l'Europe, avant tout, avant d'être français. Et quand je vois ce film, je suis touché comme quelque part quelque chose se passait dans mon pays et qui me fait enrager. Et parce que c'est pas que ce pays-là, c'est une partie, comme on disait tout à l'heure, de l'Europe, avec des questions de fond. Quand je vois ce qui se passe en Hongrie, quand je vois ce qui se passe en Pologne, sur la manière dont la démocratie dérape, dont le clientélisme peut s'installer, dont la corruption s'installe, et finalement, au bout de la chaîne, ce sont les citoyens, les individus, dans les services que doit leur rendre la société, ce que doit leur redonner la société, là, particulièrement important, le monde médical, mais qui n'est plus offert aux citoyens de l'Europe. Parce qu'ils en sont privés, parce que quelque part le système nous a échappé, parce que des valeurs qui sont les valeurs fondamentales de l'Europe n'ont pas réussi à être tenues. Et c'est vrai que quand je vois la politique hongroise et la politique polonaise capable de bloquer un fonds de relance européen, parce que c'est aussi pour ça qu'on a voulu mettre ce film en avant à ce moment-là, aujourd'hui, parce qu'on sent bien que ces questions, et là je parle aussi à vous, Laurence, en tant que députée, parce que je pense que c'est une question fondamentale, le fait que quelque part on cristallise un des vrais débats de fond de l'Union européenne. Alors ça, c'est ce qui me fait enrager. Et puis d'un autre côté, ce qui me réjouit, c'est de voir qu'il y a une réaction de la société civile. Il y a des gens qui par leurs films, par leurs enquêtes, par leurs actions, même celui du ministre, peuvent changer les choses. On peut bouger ces choses-là. On a ces capacités. Et vous, lycéens, vous aurez ces capacités-là. Et il ne faut pas abandonner ce combat pour la démocratie et pour les valeurs de l'Europe. Et je pense que c'est ça qui est fondamental aujourd'hui, et qui se sacralise. Alors, au-delà de ton film, Alexander, parce que je pense que, mais en tout cas, qui est porté par ce film, et pour moi, c'est une espérance. Comme c'est une espérance, et merci aux députés européens, quand j'entends tous les grands partis européens qui disent il n'y aura pas de fonds de relance si l'état de droit n'est pas respecté. On est à un moment clé de l'histoire de l'Union européenne, et ce film le sacralise. Donc voilà, c'est pour ces raisons que c'était important pour nous de le remettre là, au cinéma. Alors là, après cette parole, je ne sais pas comment les lycéens vont faire pour nous poser des questions, mais je pense qu'il y en aura forcément. Alors, on va leur donner la parole, donc nous attendons vos questions. Bonjour. Je ne sais pas si on me voit bien avec la salle. Vous m'entendez? Très bien. Oui, oui. Ok, donc là, je suis avec la cité scolaire de Saint-Maurice, dans la salle communale de la ville. Voilà, ils ont vu le film juste avant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou même des ressentis à communiquer justement aux réalisateurs autour du film? Voilà, ce que vous retenez, ce qui vous a choqué peut-être? Voilà, je vous laisse lever la main si vous avez des choses. Ça peut être autre chose qu'une question, hein. Ça peut être un témoignage, parce qu'on n'a pas justement abordé cette partie-là. Mais j'imagine que vous sentez que vous aussi, vous auriez pu être parmi les jeunes qui étaient dans cette discothèque, ou ensuite, donc j'imagine que c'est quelque chose d'effrayant. Bonjour, alors je suis enseignant cité scolaire. Simplement, j'ai une question, médiateur, par rapport au cadre politique et ce qui est arrivé à certains des protagonistes de l'affaire. D'abord, effectivement, on parle beaucoup des sociaux-démocrates dans cette affaire. Alors, vu le programme politique est annoncé, on a plutôt tendance à penser qu'il s'agit d'un programme purement libéral, donc qui n'a rien à voir de social-démocrate, mais bon, c'est un autre
un autre problème. Et puis, deuxième chose, qui est arrivé aux deux protagonistes, parce qu'on évoque un petit peu notamment les craintes sur les familles des journalistes, si les journalistes ensuite ont pu continuer leur travail, et ce qui est advenu également du ministre de la Santé. Voilà, merci. You know, it's hard to speak in the name of the journalist, but I can tell you what Parler au nom du journaliste, mais en tout cas, je peux vous dire ce qu'ils en disent. Ce genre de menace est malheureusement quelque chose de très courant. Ce n'est pas la première fois qu'ils reçoivent des menaces ou qu'ils se trouvent poursuivis par des voitures ou qu'ils subissent des intimidations dans la circulation. Mais en effet, heureusement, la Roumanie fait partie de l'Union européenne, ce n'est pas le Bélarus ou la Russie. Donc, il n'est pas légal de subir ce genre de menaces. Et donc, les Tolontan, aujourd'hui, et son journaliste fait partie d'un groupe de presse beaucoup plus grand où ils ont encore plus d'équipes d'investigation. Aujourd'hui, avec d'autres plateformes d'investigation, ils consistent vraiment en une force d'opposition contre le gouvernement qui est aujourd'hui considéré comme le parti libéral, mais qui est tout aussi corrompu. Depuis des années, il y a eu cette coalition entre les libéraux et les sociaux-démocrates. Ils ont constitué un État ensemble, mais aujourd'hui, il n'y a plus que les journalistes qui puissent dénoncer la corruption opérée par ces politiques et de plus en plus avec aujourd'hui la pandémie, il y a eu beaucoup d'accusations et c'est la société civile qui a fourni des équipements pour le COVID pour venir en aide aux patients parce que les politiciens étaient beaucoup trop lents et comme on l'a vu, leur souci, c'était plutôt de dépenser cet argent de façon illicite pour leur propre intérêt. Quant à ce ministre, quand il a terminé son mandat très délimité, très déterminé, il est retourné à son militantisme pour les patients et il a commencé une ONG qui s'appelle comme des camps de vacances pour des enfants malades du cancer et il loue des appartements autour des hôpitaux pour que les parents d'enfants souffrant du cancer, quand ces parents doivent venir de la campagne et qui se retrouvent pendant des mois assis sur une chaise pour veiller sur leur enfant et parce qu'aucun soutien ne leur est offert, ces appartements leur permettent d'être bien reçus, d'avoir aussi de l'aide sur l'option psychologique et avoir la possibilité de consulter d'autres médecins quant au diagnostic de leurs enfants. Et il y a un parti de réformateurs qui est lancé par des jeunes qui, en général, ont cessé de travailler dans le privé et qui ont décidé de prendre les choses en main en comprenant que si on veut sortir le pays d'entre les mains du système corrompu, il faut aussi que des gens qui ne sont pas dans la politique s'y lancent. Et donc, c'est le cas aussi de cet homme. Laurence Farenc, vous avez probablement quelque chose à dire à partir de ces questions et de ce que vient de dire Alexander. Oui, ça me touche de près cette histoire parce que le gouvernement provisoire qui était nommé donc pendant 1 an, ce qui était appelé dans le langage romain le gouvernement de technocrates, en fait, c'est des gens qui sont hors de la politique. Ça me touche de près parce que c'est les gens aujourd'hui qui siègent avec moi dans le même groupe politique, puisque Dacian Ciolos, qui était Premier ministre à l'époque, est aujourd'hui président de notre groupe politique. Et
j'en ai beaucoup discuté avec des députés roumains qui sont avec moi et qui m'ont dit, mais finalement, cette pénètre toute une génération de politiques et des gens qui se sont engagés à l'époque. Moi, je parlais avec une députée qui m'a dit, mais moi, j'ai travaillé pour que des jeunes soient envoyés en Autriche pour être soignés, parce qu'on a vu qu'on bloquait les malades aussi vraiment par négligence absolue. Enfin, c'est terrible, pour que les malades soient envoyés. Et ça a fait naître donc en Roumanie cette nouvelle génération aussi de politiques qui se sont engagés. Il y a eu ce sujet, puis il y avait des sujets, je crois, à Bucarest aussi, qui tournaient autour de la destruction de la ville, parce que j'ai une collègue qui a été d'ailleurs élue maire d'un district de Bucarest récemment, qui a quitté le Parlement européen. Donc, j'entends le constat qui est quand même très sombre de ce que fait Alexander, mais vous êtes quand même dans une période d'après-élection législative, avec des nouvelles coalitions qui sont en train de se former. Cet événement, les enquêtes qui ont été faites, moi j'ai le sentiment qu'elles font vraiment bouger les choses. Je vois ces politiques qui sont cette nouvelle génération, qui est au Parlement européen avec moi, qui sont très très engagés pour la démocratie, pour faire avancer avec nous cette question de l'état de droit. Et encore une fois, vous le rappeliez, on a pesé vraiment sur cette question du plan de relance et de faire en sorte que le ticket d'entrée pour accéder à l'Europe, c'est vraiment le respect de la démocratie. Donc, moi, ce que je vois au sein du Parlement européen, parce que je travaille avec les personnes qui étaient au pouvoir dans le gouvernement de transition avant les élections, où on voit quand même que le gouvernement socialiste est réélu après les législatives, même après le scandale, c'est assez fou. Voilà, donc ces gens-là sont à l'œuvre et ils sont vraiment imprégnés de ça dans leur combat quotidien. Enfin, je tenais à le dire parce que je le ressens et je le vis. On va prendre une deuxième question de la salle. May I just have an intervention here? Oui, bien sûr, bien sûr. Je voudrais juste dire quelque chose. The thing is, Laurence, thank you very much. It's exactly as you're Merci, Laurence. saying. Oui, en effet, comme vous le dites, après ces années où on a essayé de comprendre comment la société réagit, nous devons bien reconnaître que les attentes de ce gouvernement technocrate qui est arrivé au pouvoir parce que les gens sont allés manifester dans la rue, leurs attentes étaient peut-être trop élevées. Et si nous nous demandons comment c'est possible que les sociodémocrates soient de nouveau élus, c'est avant tout parce que le gouvernement technocrate n'a pas pu être à la hauteur des attentes qu'il y avait pour changer la politique. Le dire était une chose, s'affirmer comme différent, c'était une chose. Et en effet, il y avait parmi eux des ministres comme Vlad, le ministre de la Justice, mais le gouvernement dans sa globalité comptait aussi des sociodémocrates. Le vice-premier ministre, par exemple, était un sociodémocrate qui œuvrait aux côtés de ces technocrates. Donc, eux ont veillé à ce que le système ne soit pas complètement réformé. Il y a beaucoup eu plus d'intérêt sur la communication, sur la différence. On le voit dans le film. Il y a 12 mois où ils disent qu'ils vont faire des choses différentes et on voit que le ministre de la Santé, il est comme il est et que c'est très difficile que la société le croie, puisque vous passez la moitié du temps à dire que les journalistes mentent et qu'ils sont là, les journalistes, que les liquides ne sont pas dilués. Donc, c'est très difficile, en fait, de constituer une réelle politique. Donc, ces attentes étaient très élevées, elles n'ont pas pu être atteintes. Et ça, c'est ce que je vois pas seulement en Roumanie, mais dans le monde entier. Si on vote contre les populistes comme aux États-Unis, comme en France, où les dernières élections étaient assez serrées entre Le Pen et son adversaire. Donc,
si ces gouvernements en place aujourd'hui échouent, le contre-coup des populistes sera terrible parce que leur représentation sera encore plus forte. Peut-être Pascaline, une petite question, un témoignage? Alors moi, il n'y a plus de questions a priori, mais j'invite les autres lycées justement qui sont connectés au Zoom à poser leurs questions via le petit chat qui est en bas. Voilà. On va les voir. Et en attendant, la cité scolaire va devoir vous quitter, donc on va tous vous faire coucou. Merci en tout cas. Merci beaucoup et bonne fête de Noël et du jour de l'an, malgré le confinement. Alors, avant d'avoir les questions qui nous sont envoyées par Facebook, moi, j'ai un sentiment à vous écouter tous les deux, c'est que d'un côté, j'ai une version un peu négative de la vie et un peu de Alexander, et de l'autre côté, j'ai la vision politique de Laurence qui est si, on va y arriver, il faut, etc. Alors, est-ce que vous êtes si négatif que ça, Alexander, et est-ce que, Laurence, vous êtes si positif que ça? Alors, je pense qu'à la fois, mais Alexander le disait très bien, on est partout dans nos démocraties, on est, que ce soit des démocraties avancées ou des démocraties plus récentes, encore une fois, hein, du fait de l'histoire, on n'a pas la même parce que, en effet, la Roumanie, mais aussi d'autres pays de l'Est sont nés de l'après-chute de l'URSS. Donc, voilà, la marche vers la démocratie plus longue, ou que ce soit des démocraties plus matures comme celle de la France, sont au cœur de risque avec un système binaire qui est très établi entre démocrates et populistes. Donc, en effet, on partage tous ce même risque et il faut être vigilant. Alors, pourquoi je suis positif? Et là, je parle au niveau européen. Au niveau européen, il faut bien réaliser que cette crise terrible, elle a permis à l'Europe de faire des pas de géant. Premièrement, on a réussi à faire un plan de relance à 27, c'est-à-dire à faire ce qui ne s'était jamais passé dans l'histoire européenne, de contracter une dette mutuelle pour travailler ensemble. Premier point. Deuxième point, on dit que ce plan de relance, il doit être adossé au respect des démocraties et de l'état de droit. Mais ça, ces deux signes, c'était jamais arrivé. C'est des progrès immenses et énormes. Donc oui, je suis très positive. Voilà. Alexander, êtes-vous négatif ou un peu positif quand même? Dites-nous, juste avant Noël, on en a besoin. No, I don't think I don't. Je ne pense pas, je ne me décrirais pas comme négatif. J'essaye de communiquer ce que j'ai appris pendant cette période et je vois un danger dans le fait que le degré de sincérité, d'honnêteté, de communication entre le pouvoir et les citoyens, quel que soit le pouvoir. Je vais vous donner un autre exemple de pourquoi les gens ont perdu la foi, puisque la moitié du temps de leur gouvernement était un échec, puisqu'il était consacré à défaire ce qui était fait précédemment. Sur le niveau européen, quand le gouvernement finalement a été obligé de reconnaître et de laisser les grands brûlés voyager dans l'Europe, il y a beaucoup de médecins qui sont venus d'Angleterre, de Bruxelles, d'Israël, de plein de pays. Et ils ont vu les conditions dans lesquelles ils étaient, dans la façon dont ça faisait 10 jours qu'on avait gardé ces grands brûlés dans des conditions déplorables. Et toute la communication que l'on a entendue par la suite, en tant que médecin, mais sur le plan politique aussi, c'est que ce qu'ils ont trouvé, ça a été un courage immense de la part des médecins roumains, que les hôpitaux fonctionnaient très bien et que le système de santé avait très bien soigné ces patients. Et dès que les caméras étaient éteintes, ils ne disaient pas la même chose, puisqu'ils reconnaissaient qu'ils avaient menti, puisque tous les patients roumains ont été envoyés dans les autres services de grands brûlés avec
un petit détail, c'est qu'on n'avait pas mis qu'ils ont été traités avec des désinfectants dilués. On ne l'a pas mis dans leur dossier. Donc, ils sont partis sans que les médecins qui les reçoivent savent dans quel ils arrivaient avec des maladies nosocomiales. Et les médecins européens ont décidé de continuer de promouvoir le système roumain. Ça, c'est un problème. Comment faire confiance à l'Europe si les systèmes se protègent eux-mêmes, même quand ils échouent au point où ça a été fait dans ce cas? Les questions commencent à venir du côté de Facebook. Première question, est-ce que vous avez eu peur pendant l'enquête? Et deuxième question qui va avec, de Manon, qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser ce film? I mean, the trigger was immediately after the fire when I saw that. Pour moi, ce film, c'est quand j'ai vu tous ces jeunes gens manifester contre la classe politique après cet incendie. J'ai grandi en Allemagne et je sais ce que ça veut dire quand le système nazi a vraiment disparu en 68. Jusque-là, il y avait encore beaucoup de nazis dans les institutions et c'est la jeunesse qui, en 68, a vraiment réussi à s'en débarrasser. Moi, je me suis sentie qu'en Europe de l'Est aussi, on arrivait à une espèce de 68 parce qu'il y avait eu les manifestations en Hongrie après la fermeture des universités, en Pologne aussi. J'avais l'impression qu'il y avait un frémissement dans ces pays-là et donc je me suis dit qu'il fallait que je comprenne ce qui se passait dans cette jeune démocratie entre le pouvoir et les citoyens. Et en même temps, il y avait cette manipulation massive du système de santé avec les pouvoirs publics qui disaient qu'ils pouvaient prendre soin de ces patients. Et donc, je me suis dit que le seul moyen de comprendre vraiment ce qui se passait dans cette société, ça a été à travers cette recherche, cette investigation. Est-ce que la question, est-ce que vous avez I don't know. Maybe I was scared because we were aware that. Peut-être, oui, que j'ai eu peur parce que nous étions conscients que nous étions au cœur de ce qui se passait. Nous savions, par exemple, que les services secrets étaient sur écoute. Moi et d'autres personnes étaient sur écoute. J'en ai vu moi-même les transcriptions. Mais nous sommes une société de production professionnelle et nous savions que nous devions faire des sauvegardes de nos images, de nos données et les sortir du pays au cas où quelqu'un viendrait confisquer ce que nous avions déjà filmé. Mais en même temps, ce que raconte le film était déjà public. Comme nous avions terminé le film, tout ce que nous allions dire était déjà dans l'information. On a juste condensé ces informations pour en donner une vision plus globale sur une année. Avant de vous poser une autre question qui vient d'arriver, je voudrais demander à Laurence Faringue de réagir par rapport à ce que vous disiez sur cette connivence entre médecins qu'on a connue, nous, en France, il fut un temps et qu'on connaît probablement encore aujourd'hui. J'ai de nouveau cette question sur l'Europe de la santé qu'on veut bâtir. Qu'est-ce qu'on peut faire contre cette connivence entre médecins où chacun protège l'autre et où finalement la société souffre, dont la société souffre? C'est une vaste question, ça s'appelle le corporatisme, ça existe partout. Partout, dans tous les corps de métier, on peut prendre la question, voilà, tous les grands thèmes fondamentaux qui régissent nos États, hein, ça peut être la justice, la police, le système de santé. Ça veut dire, c'est toujours la question, encore et toujours, de la transparence, des moyens démocratiques de réguler, du dialogue avec la population et de la confiance qui s'établit. Donc, ce système est très vaste et bien sûr qu'il y a eu de nombreux scandales dans le domaine médical. Hein. La France a été touchée, on se rappelle de l'affaire du sang contaminé, de la chaîne de couverture qui fait qu'on arrive à excuser un système. Donc, en effet, ce n'est plus admissible, mais
je veux dire, on vit aujourd'hui la période du Covid. Alors, d'un côté, on cherche toujours des responsables. Il y a des choses où parfois les gens ne sont pas responsables. On est juste confronté à un système qui a quelque chose qui est très particulier. Il faut faire les enquêtes. Mais surtout, il faut en effet que le politique prenne toutes ses responsabilités, que les systèmes soient transparents et qu'on ne vive pas en complète autarcie. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. On est responsable pour ça, nous, sur ces sujets. Sur la question de l'Europe de la santé, comme je vous ai dit, c'est vraiment un sujet qui démarre. Alors là, je vais reprendre ma casquette d'optimisme parce qu'on s'est allié avec... on a fait tout un travail sur une commission cancer. Donc, c'est à travers cette recherche sur le cancer et sur une véritable politique concertée que l'Europe va commencer à se construire. On a été rattrapé par cette crise de la Covid qui a accéléré les choses. Donc, on est aux prémices, on va surveiller ça de très près. On a beaucoup de nos collègues qui sont aussi médecins, qui ont aussi cette responsabilité. Moi, je veux dire que je veux remercier Alexander parce que son travail, il est aussi très éclairant pour nous. Et je reviendrai après au rôle de la culture dans toute cette question. Donc, son témoignage, il est très instructif pour moi. Il y a des questions que je vais peut-être poser maintenant à mes collègues ou des responsabilités que je vais avoir qui sont apparues avec ce film. Et juste, si vous me permettez de conclure, parce que c'est aussi le sujet d'être dans ce festival du film des arts qui se tient. C'est très important que vous ayez pu vous tenir dans ces conditions très compliquées. L'Europe, elle agit aussi pour la culture. Moi, je siège prioritairement dans ces commissions culture et éducation. On a renforcé les fonds, on fait en sorte d'œuvrer pour que la culture, elle se diffuse, que la diversité soit là, que la culture européenne s'exprime et à travers des œuvres plus exigeantes comme celle d'Alexander, qu'elle puisse être financée, diffusée, traduite. Donc, c'est aussi le rôle, on parlait des lanceurs d'alerte, mais aussi le rôle de la culture de faire progresser toute cette question de la lutte contre les corporatismes, de la transparence. Voilà. Alors justement, je rebondis sur ce que vous dites. Il y a une question qui est comment est-ce que ce film a été pris en Roumanie? C'est-à-dire que justement, on filme, on pense à la culture. Just one small precision, one small correction. Juste une petite correction. Peut-être que je n'ai pas été bien compris. Ce n'est pas seulement les médecins qui se protégeaient entre eux, mais ils ont été aussi sur le plan politique. Il y a eu un cas très précis du docteur Jeunesse qui a sauvé la vie de patients dans un hôpital militaire à Bruxelles. Il a reconnu qu'ils sont venus avec des infections qu'il n'avait jamais vues depuis très longtemps, peut-être en Irak. Il a reconnu que ces infections n'étaient pas dans le dossier. Il l'a dit publiquement et après, on l'a forcé sur le plan politique à écrire une lettre dans laquelle il chantait les louanges du système de santé roumain au lendemain de la tragédie. Et après, il est revenu, il a redit la vérité. Donc, c'était des rapports de force politique entre les pays qui obligeaient ces médecins à mentir. Ce n'était pas l'initiative des médecins qui, eux, étaient choqués par ce qui était arrivé, ce qu'avaient subi les patients. Quelle était votre question? Pardon, j'ai oublié. Ah oui, comment ça a été en Roumanie, reçu comment est-ce que ça a été perçu et est-ce que ça a fait bouger les choses? La réaction par le public en Roumanie a été extrêmement forte puisque les cinémas ont fermé à cause du Covid, donc on n'a eu que 2 semaines d'exploitation, mais on a eu 25 000 spectateurs, ce qui est énorme pour un documentaire en Roumanie. On a l'habitude d'avoir 3 ou 4 000 spectateurs maximum pour un documentaire et après ça a été projeté sur HBO. En 2020, c'est le film le plus vu, plus que les films Marvel et les films commerciaux. C'est le plus vu en Roumanie sur HBO. Et pour ce qui est du nombre de donneurs d'alerte, depuis que le film est sorti, a été multiplié par 10. Il y a
on est passé à une centaine de lanceurs d'alerte par jour sur la corruption dans les différents systèmes roumains. Alors, il nous reste 4 minutes et je crois que, je ne sais pas si c'est Pierre-Emmanuel ou Fabienne qui veulent conclure, mais juste avant, je vais peut-être vous donner le mot de conclusion, Alexander, et juste après, Laurence, qui doit partir, je crois, dans l'hémicycle. Allez-y, Alexander. Petite minute de conclusion. Yeah, I mean, thank you very much for highlighting. Merci beaucoup de mettre le film en avant. Je l'ai fait parce que je voulais comprendre comment cette relation fonctionnait entre le peuple et le pouvoir et comprendre l'importance de la presse comme un pilier vital de la société. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il ne suffit pas de dire que l'on aspire au changement. Il est très important et les gens commencent à le comprendre que l'intention des politiciens est un début. Mais si cette intention réelle ne correspond pas aux promesses de transparence et d'un système judiciaire qui fonctionne vraiment, le peuple se tourne vers les partis nationalistes et les partis qui prétendent les comprendre et les protéger, puisque le peuple prend peur quand les politiques ne veillent pas à leur protection. Voilà. Je pense que le débat doit être vraiment ouvert sur ce sujet et comme on voit les lanceurs d'alerte quand on se filme, qu'elles ont le courage de confronter au système, je crois que les politiques aussi sont un système. Et si des individus ont le courage de se confronter aux mensonges, de se confronter à leurs collègues pour ne pas protéger leur parti, il n'y a qu'à ce moment-là que les partis politiques eux-mêmes sont en mesure d'évoluer. Laurence? Moi, j'aurais un mot vers nos spectateurs qui sont en plus des jeunes. Je pense qu'encore une fois, je pense qu'ils ont dû prendre ce film de manière très, très coup de poing. En tout cas, ce que ça montre, parce qu'on ne peut pas juger d'un système politique par rapport à un autre. En effet, il y a des choses qui sont dans nos différents États, il y a des choses en termes de transparence qui sont plus ou moins évoluées. Donc, voilà, il ne faut pas non plus cristalliser sur le politique qui n'est que pourri. Hein. Moi, c'est mon rôle aussi de dire ça. Pour autant, je crois que ça appelle à tout citoyen à être particulièrement vigilant et engagé, à s'informer. Je sais qu'on croule et que nous vivons tous et vous vivez tous avec les réseaux sociaux, avec toutes ces choses-là. Donc, je sais que vos enseignants ont un rôle particulier et on a vécu en France un drame à ce niveau sur un professeur d'éducation civique qui a été décapité. Donc, je veux dire, tout ça, ça renvoie aussi à notre responsabilité de savoir quelles informations on véhicule, comment, notre esprit critique, savoir analyser les choses, réfléchir, s'informer. Et donc, ça, c'est un peu le devoir de chacun d'entre nous. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, je vais revenir aussi sur l'importance de cette culture à l'échelle européenne, de cette liberté d'expression, de la liberté des festivals. Et encore une fois, on est dans une période très particulière pour ce monde culturel. Donc voilà, je vous invite à aller au cinéma, à voir ce type de film qui est très, très exigeant dès qu'on pourra, hein, à partir du 7 janvier a priori. Mais en tout cas, d'une manière générale, prendre cette habitude de prendre le temps long, de regarder un film de 1h30, 2 heures qui traite de sujets complexes, c'est une vraie source de réflexion. C'est le travail exigeant que font des festivals comme les Arcs, que je salue particulièrement. Mais voilà, on a tous dans cette histoire une part de responsabilité et à nous de l'endosser. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurence Fareng. Merci beaucoup, Alexandre Hernano. Pierre-Emmanuel et Fabienne, le mot de la fin, c'est pour vous.
Juste un petit mot pour vous remercier toutes et tous pour la qualité de ce débat. Dire quand même que l'affaire collective va représenter la Roumanie dans la course aux Oscars. Donc bonne chance, Alexander. Dire aussi que ce en fait, il est en compétition dans notre Festival des Arcs. Il fait aussi partie du programme Déplacer les montagnes, qui est un programme qu'on a voulu parce que justement, on a choisi des films qui font réfléchir au sujet de société. Et celui-là, il en est un. C'est aussi des films qui, en fait, positionnent le cinéma par rapport à l'engagement. Je crois que le débat qu'on vient d'avoir ce matin était spectaculairement parlant de ce point de vue-là, c'est-à-dire que le cinéma a un rôle de lanceur d'alerte, le cinéma a un rôle pour qu'on se connaisse mieux entre nous, pour aussi que les choses qui ne vont pas, eh ben, on les mette sous les yeux des spectateurs et de rendre les spectateurs actifs eux aussi à ce moment-là, d'être conscients des choses et c'est quand on est conscient qu'on peut agir. En tout cas, le Festival des Arcs, c'est comme ça qu'on s'engage. En montrant ce genre de film, on fait notre part à ce niveau-là. Et merci à toutes, merci à tous. Et à bientôt. Merci beaucoup. Laurence veut dire juste un petit mot. Et je voulais dire aussi, justement, dans le fait que le film d'Alexander soit aussi en lice pour le prix Lux, européen, le prix Lux, alors en effet qui a changé de nom, et que la nouveauté, c'est que justement tous les citoyens vont pouvoir voter. Avant, il n'y avait que les parlementaires européens qui pouvaient voter. Donc, je vous invite à aller aussi sur le site, à regarder les 3 films qui sont en compétition et puis à voter pour votre favori. Sachant et puis l'intérêt du prix Lux, c'est que après le film est sous-titré dans toutes les langues européennes et ça c'est un formidable. Comment? Sous-titré et diffusé. Voilà, et c'est un formidable tremplin pour les films européens. Eh ben, merci à tous pour ce débat vraiment formidable et enrichissant et bravo encore au Festival des Arcs. Et merci Alexander Nano. À très bientôt. Au revoir. Thank you, Laurence. Thank you very much for the discussion. Bye bye.